Bonjour à tous. Je m'appelle Johan Boursier. Merci pour l'introduction. Moi, je suis professeur des universités depuis septembre à l'UPPA, donc l'Université Pau des Pays de l'Adour. Et moi, je suis physiquement à Bayonne-Anglet. Donc c'est plutôt sympa comme endroit. Et avant, j'étais à Rennes dans une équipe projet INRIA. Sur une équipe qui s'intéresse aux problématiques de sciences du logiciel, génie logiciel. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des jumeaux numériques et de qu'est-ce que c'est que ces jumeaux numériques, comment nous on les définit. C'est effectivement une rengaine, tout le monde en a entendu parler, tout le monde s'en fait sa propre définition. C'est pas forcément simple de comprendre toutes les explications toutes les implications qui vont derrière. Donc moi, je vais essayer de vous donner notre vision. Je dis notre parce que ce n'est pas mon travail personnel unique, c'est un travail avec plusieurs personnes qui sont citées ici. Donc, un collègue avec qui je travaille très régulièrement, c'est Benoît Commal. On était dans la même équipe juste avant. Et puis, des collègues en Allemagne, notamment, et puis différents workshops qu'on a pu faire sur ces questions-là. Et donc, je vais parler de ce que c'est que le jumeau numérique de notre point de vue, et aussi de finalement comment on le construit, ce jumeau numérique, parce que c'est un objet numérique, et donc là, on est en train de lancer un programme pour comprendre et adresser les différents challenges scientifiques pour construire ce jumeau numérique. Donc je commence par... donc les transparences sont en anglais, mais je parle en français. Donc je commence par une définition. Alors, je préfère la définition qui est en haut à droite, à titre personnel. C'est un jumeau numérique, c'est un ensemble organisé de modèles numériques qui représentent quelque chose, donc une entité du monde réel, pour répondre à des problématiques et à des usages spécifiques. Donc dans cette définition, il y a quand même, dans cette première partie de la définition, il y a plusieurs implications. Il y a une implication de représentation numérique. Il faut des modèles pour représenter numériquement une entité du monde réel. Il y a l'entité du monde réel, donc ce qu'on appelle régulièrement, pas le jumeau numérique, mais le jumeau physique. Et puis, il y a pour répondre à des problématiques ou à des usages spécifiques. Donc, ça veut dire qu'on ne crée pas un jumeau numérique sans savoir à quoi il va servir. Ça n'a aucun sens. On crée des modèles. Un modèle, par définition, c'est une représentation de la réalité qui omet forcément des choses, puisqu'on veut qu'il soit plus simple que la réalité, sinon on manipulerait directement la réalité. Et donc, par définition, il ne comprend pas tout ce qu'il y a dans la réalité, et donc on crée un modèle avec un objectif particulier, répondre à des questions, comprendre des choses, comprendre des phénomènes. Et donc cette deuxième partie cette dernière partie du premier point là-haut, pour moi est très importante. On crée un jumeau numérique avec une envie de répondre à un problème, à des questions qu'on se pose. Ensuite, il y a une deuxième partie. Le jumeau numérique, donc c'est des modèles qui représentent quelque chose de réel. Et ensuite, il faut le connecter à la réalité pour que ce soit un jumeau numérique. Donc le jumeau numérique, il est mis à jour par rapport à l'entité réelle qu'il représente, à une fréquence et à une précision adaptées aux problématiques auxquelles on cherche à répondre. Donc il faut une connexion avec l'entité physique qu'il représente. Donc les deux jumeaux, le jumeau physique et numérique, vont être connectés l'un à l'autre. Et ensuite, une fois qu'on a ces modèles, le but, c'est de répondre à des questions. Et donc, le jumeau numérique est doté d'outils d'exploitation avancés qui permettent notamment, donc là, c'est des exemples, mais assez généraux. Donc, ils permettent de comprendre ce que fait le système réel, de l'analyser, de prédire des choses éventuellement et d'optimiser. Donc, souvent, on crée un jumeau numérique pour optimiser certaines choses. Donc on a un objectif d'optimisation. Donc
j'ai 3-4 transparents pour vous parler des différentes dimensions des jumeaux numériques. Donc ici, on voit, alors je ne sais pas si le pointeur fonctionne, il ne fonctionne pas. En haut, on voit une entité du monde réel sur la gauche du dessin du haut. Donc ça peut être vraiment des entités très larges. On peut avoir des cas d'utilisation très très larges, y compris en agrologie. Mais c'est très très large. Ça peut être quand on crée des structures du bâtiment, ça peut être de la robotique qu'on représente, ça peut être une voiture, ça peut être des phénomènes naturels. On va reparler un peu des différents types d'entités réelles qu'on peut représenter dans un jumeau numérique. Et sur la droite, c'est le jumeau numérique. Avec, ici, on a montré plusieurs types de modèles qui entrent dans le jumeau numérique et qui représentent l'entité réelle du monde réel à gauche. Et donc en bas, je vous ai montré les différents types de modèles d'objets réels. Historiquement, on fait plutôt ce qu'on appelait des modèles digitaux, donc des modèles qui représentent une entité réelle, mais qui ne sont pas connectés. En fait, la connexion n'est pas automatique, et c'est un humain qui doit rentrer les données dans le modèle. Donc ça, c'est énormément fait dans plein de sciences. Moi, je travaille avec des hydrogéologues à Rennes. Ils créent des modèles d'une zone en particulier, et c'est eux qui modélisent la zone, c'est eux qui modélisent quelles sont la situation initiale, etc. Et puis ensuite, ils font leur modèle. Ils jouent leur simulation, etc. Donc là, on est vraiment sur un modèle digital. Et donc, toute la connexion à la fois du monde physique vers le monde digital et du monde digital vers le monde physique est complètement faite de manière manuelle. Ensuite, on a ce qu'on appelle les ombres digitales. Donc les ombres digitales, c'est quand on rajoute la connexion automatique du système physique vers le système digital. Mais on n'a pas la boucle de rétroaction, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, depuis le système digital, on n'a pas la capacité à agir sur le système physique. Et ce qu'on appelle le jumeau numérique, en tout cas de notre point de vue, c'est quand on a bouclé la boucle et qu'on est capable à la fois de capter des données sur le monde physique et agir, donc les récupérer dans les modèles, et ensuite agir à travers des actuateurs sur le monde physique. Donc ça, c'est une première dimension, c'est la connectivité entre les deux jumeaux, le jumeau physique et le jumeau numérique. Ensuite, on a une deuxième dimension, c'est quel type de système on est capable de représenter. Alors, de mon point de vue, historiquement, c'est un terme qui est venu des systèmes d'ingénierie, donc des systèmes qu'on fabrique, mais je ne suis pas sûr que le jumeau numérique vienne vraiment de là, parce que c'est aussi utilisé en biologie, c'est utilisé un peu partout. Donc, je ne saurais pas dire qui sont les premiers à avoir utilisé le mot jumeau numérique. Et donc, tout ça pour vous dire qu'en fait, on a affaire à des systèmes qui sont assez différents. On a affaire à des systèmes qu'on est en train de construire, comme un avion. On a affaire à des systèmes naturels, comme un corps humain, une plaine, etc. Et on a affaire à des systèmes un peu entre les deux, qui, moi, sont des systèmes qui m'intéressent le plus actuellement. C'est les systèmes qu'on appelle anthropisés. Ces systèmes, c'est des systèmes naturels, mais dans lesquels l'humain a une intervention. Par exemple, si vous vous intéressez au cycle de l'eau, vous faites un puits qui va puiser de l'eau, vous avez une action sur le système réel. Donc c'est un système qu'on appelle anthropisé. Et donc les jumeaux numériques, on peut les faire pour tous ces types de systèmes. Donc, tout ça pour vous dire qu'en fait, c'est très large du moment qu'on est capable de représenter numériquement le système qui nous intéresse. Donc une autre dimension, c'est le moment du cycle de vie du système
auxquels on s'intéresse. Donc si on s'intéresse à des systèmes qu'on est en train de mettre en place, d'ingénierie, en fait, vous pouvez avoir un jumeau numérique qui vous sert dans les phases de conception, mais qui vous sert également dans les phases de création et de maintenance et de vie du système. Donc typiquement, dans le bâtiment, c'est quelque chose qu'ils utilisent beaucoup. Ça s'appelle le BIM, donc le modèle digital du bâtiment. Et le modèle digital du bâtiment, il est utilisé par les architectes au moment de la création du bâtiment. Mais ensuite, il est utilisé aussi au moment où le bâtiment est construit, avec des capteurs qui permettent de remonter des données sur le bâtiment pour comprendre comment il fonctionne. Est-ce qu'il fonctionne comme on l'avait prévu, au niveau thermodynamique, etc., par exemple. Et puis, est-ce qu'il faut faire de la maintenance préventive? Donc, le jumeau numérique peut servir tout au long du cycle de vie du système qui nous intéresse. Donc là, je ne vais pas vous demander de tout lire. L'idée, c'est bien de vous montrer qu'il y a des actions, il y a plein d'actions autour des jumeaux numériques, il y a plein de consortiums qui se sont créés. Et là, c'est le consortium Digital Twin Consortium qui a fait une initiative et ils ont essayé de faire un tableau périodique. Donc c'est intéressant la façon dont ils l'ont représenté. Ce qui est intéressant vraiment, c'est la légende qui est en dessous. C'est que voilà toutes les pièces qui sont nécessaires finalement quand on veut créer un jumeau numérique. Donc c'est assez large. On n'est pas obligé de s'intéresser à tout. Mais voilà ce qui est nécessaire. Donc il faut récupérer des données. Donc il faut des services pour stocker et récupérer des données. Être capable de se servir de ces données-là. Il y a une couche d'intégration parce que souvent les données ne sont pas toujours au bon format, etc. Donc il faut se servir de l'intégration. Il y a une couche qu'on va appeler intelligence, donc c'est la couche qui permet de raisonner avec les modèles, avec éventuellement de l'intelligence artificielle pour prédire et pour faire différentes choses. Donc c'est la couche qui est ici appelée intelligence. Et puis ensuite, il y a d'autres couches. Donc il y a une couche de gestion. Donc ça, c'est ce qui permet de gérer un peu le jumeau numérique. Mais vous avez aussi la couche qu'on appelle UX ici, c'est l'expérience utilisateur. Et donc c'est comment on retranscrit ça à l'utilisateur. Donc par exemple, si vous parlez à Dassault, qui fait énormément de modèles 3D, notamment pour les villes, eux, ils vont vous faire une représentation 3D. C'est une forme de représentation d'un jumeau numérique. Ce n'est pas la seule. Il y en existe plein d'autres. Et donc, la façon dont vous interagissez avec le jumeau numérique peut être très différente. Vous pouvez avoir de la réalité virtuelle ou augmentée. Vous pouvez avoir plein de choses différentes. Et puis après, il y a toute la question à quel point on a confiance dans ce système, surtout si on s'en sert pour optimiser. Est-ce que les données sont valides ? Est-ce que personne ne s'est amusé à compromettre les données qui remontent du système, etc., etc. Donc il y a toute une question à la fois de gestion de la sécurité, puis s'il y a des données privées, vous avez tous déjà entendu parler des problèmes de gestion des données privées. Donc tout ça pour vous dire que c'est assez large, c'est des systèmes complexes au niveau logiciel également, qui comprennent plein de problèmes auxquels on s'adresse dans la communauté logicielle. Donc dans la partie manufacturing, ils ont créé un standard ISO autour des Digital Twins. Donc si ça vous intéresse, je vous dis qu'il y en a un. Je ne vais pas vous le détailler en détail parce qu'on n'aurait pas le temps. Mais voici l'architecture de référence qu'ils ont fait. Donc ce que je vais vous proposer, c'est de passer au transparent suivant sur lequel je vous fais une version allégée de leur architecture de référence pour vous expliquer un peu comment on voit les choses. Donc, voilà comment moi je vois les Digital Twins. Vous avez la contrepartie physique, réelle. C'est ce qui s'appelle Physical Twin sur ce dessin-là. Et vous avez besoin d'une couche de connectivité avec le système réel. Donc c'est la couche connectivité qui fait le lien entre le système réel et notre Digital Twin.
Oui, d'ailleurs, normalement, le physical twin est en dehors du digital twin. Hein, désolé. Vous avez la couche de connectivité, et ensuite, vous allez avoir des services qui vous permettent de discuter avec cette couche de connectivité, qui vous permettent de remonter les données dans des bases de données adaptées à votre problématique. Et puis, vous allez avoir les modèles. Donc, les modèles, on va revoir, il y a plein de types de modèles différents. Et vous allez avoir les modèles qui vous permettent à la fois de représenter les données correctement, mais à la fois de prédire et de prendre des décisions pour optimiser votre système. Et l'objectif de tout ça, c'est de fournir des services pour exploiter, pour comprendre, pour optimiser, pour prédire à des utilisateurs finaux. Donc, nous, je vous dirai qui est nous à la fin, on aime bien dire que finalement, il y a 4 éléments principaux dans un digital twin. Il y a la couche qui permet de connecter au système réel. Il y a la couche qui permet de gérer, d'embarquer et d'utiliser les différents modèles, de les connecter entre eux, etc. On a la couche de stockage des données. Et on a la couche qui rend les services finaux aux utilisateurs. Et donc les utilisateurs finaux n'interagissent qu'avec la couche service. Ce n'est pas eux qui s'occupent de comment sont stockées vos données, bien entendu. Alors après, on a différentes... Donc là, je reprends uniquement la partie données et modèles et le système réel, la partie connectivité. Donc à ce niveau-là, vous avez les données qui remontent depuis le système réel pour aller dans ce qu'on appelle le digital shadow sur ce dessin. Donc vraiment, on récupère les données du système réel et on les stocke dans une représentation qui nous convient pour stocker ces données-là. Et ensuite, vous allez avoir les modèles qui vont être utilisés par rapport à votre système. Et donc nous, on essaye d'identifier plusieurs types de modèles qui permettent de faire différentes choses. Donc on a des modèles descriptifs. Donc les modèles descriptifs, c'est les modèles qui nous expliquent finalement qu'est-ce qui se passe. On va avoir les modèles prédictifs, ceux qui sont capables de nous dire à partir de là, moyennant telle condition et tel événement, voilà ce qui devrait se passer. Et puis on a les modèles qu'on appelle prescriptifs. Donc c'est les modèles qui nous disent à partir de ce qui devrait se passer, qu'est-ce qu'on doit faire pour optimiser notre système. D'accord ? Et donc ces modèles-là, on les a divisés en 3. C'est notre façon de représenter ces différents modèles. Et ensuite, ça nous permet d'aller sur le système pour réagir sur le système et avoir cette boucle complète. Et donc en fait, en fonction du moment où vous vous trouvez dans le cycle de vie du système réel, on peut redéfinir plus précisément quels sont ces modèles-là. Donc vous avez ici, il y a 4 temps qui sont présentés. Il y a pour la conception du système, quand on conçoit un système, il y a le moment où on le crée, donc le manufacturing, il y a sa maintenance et il y a son utilisation. Donc cette représentation en 4 étapes du cycle de vie, c'est très tourné vers des systèmes qu'on crée. Donc, pas des systèmes naturels. Le système naturel, a priori, on ne le conçoit pas. Il est comme ça. Mais quand on s'intéresse à de l'ingénierie système, on a ces 4 étapes-là. Alors, un autre point qui nous intéresse beaucoup, nous, c'est qu'en fait, quand on parle de modèles, donc je vous ai dit, on peut les définir en 3 catégories ici, descriptif, prédictif et prescriptif. Mais il y a aussi d'autres types de modèles qui existent depuis longtemps, qui sont développés par des communautés qui sont très différentes, qui ne se parlent pas beaucoup. Et en fait, on a besoin de tous ces modèles-là, et on a besoin qu'ils discutent entre eux dans un jumeau numérique. Donc moi, historiquement, je viens plutôt de la communauté en bas en rouge. C'est la communauté qui fait ce qu'on appelle du model-driven engineering. Donc on crée des modèles, plusieurs modèles, pour créer un logiciel.
Donc l'idée, c'est que c'est des modèles qui vont nous aider à comprendre et à maîtriser la création de logiciels complexes, de gros logiciels. Et on les met ensemble, et puis on peut vérifier un certain nombre de propriétés sur les systèmes qu'on va créer. Il existe une contrepartie qui est en haut, en bleu tout en haut. C'est le Model-Based System Engineering. Donc là, c'est plutôt dans l'ingénierie système de gros systèmes type aéronautique, etc. Où là, l'idée, ça va être de concevoir des systèmes à partir de modèles, incluant des modèles de différents types de physique, donc ce qu'ils appellent multiphysique, dans ces domaines-là. Et donc, ça permet de concevoir les systèmes et de raffiner au fur et à mesure le système qu'on cherche à construire. Et puis, il existe aussi depuis très longtemps, les scientifiques créent des modèles souvent mathématiques, qui sont ensuite transformés en modèles numériques pour faire soit de la représentation de systèmes naturels, soit pour prédire un peu ce qui va se passer sur des systèmes naturels. Donc là, on a aussi toute une communauté de gens qui créent des modèles qui sont de nature assez différente, mais qui sont ultra importants dans le cadre des jumeaux numériques. Et puis, vous avez tous entendu parler des modèles plutôt basés sur les données, donc qui essayent de faire de l'inférence sur les données. Donc tout ce qui va être process mining, apprentissage machine, etc. Donc tout ce qu'on va appeler l'IA, c'est plutôt de ce côté-là. Et nous, ce qu'on dit, c'est qu'on a besoin que tous ces modèles-là collaborent. Donc on a besoin de trouver des moyens techniques pour les faire collaborer, pour pouvoir créer des jumeaux numériques efficaces. Et donc ça, c'est un vrai challenge, parce qu'on ne sait pas exactement comment on va hybrider ces modèles-là, comment on va faire que les données qui proviennent du terrain, l'IA, va nous permettre effectivement ensuite d'aller raffiner les modèles scientifiques de simulation. Donc, je vais vous présenter très rapidement 2-3 cas d'utilisation qu'on a créés dans mon ancienne équipe et avec qui je collabore toujours. Donc on a un cas d'utilisation, c'est ce que je vous disais, on travaille avec des hydrogéologues sur la problématique du cycle de l'eau et du changement climatique, et de comprendre un peu comment ça va impacter les différents territoires. Et donc on s'est intéressé à créer un jumeau numérique qui permet aux décideurs d'utiliser les modèles scientifiques qui ont été créés par nos collègues hydrogéologues, qui ne sont utilisables que par eux, après 6 mois d'efforts pour modéliser une zone particulière. Et donc l'intérêt, c'est de les rendre utilisables par les décideurs, et donc de comprendre comment on fait pour les rendre utilisables par les décideurs. Ça veut dire qu'il ne faut pas un supercalculateur pour les utiliser, ça veut dire qu'il ne faut pas 6 mois pour les paramétrer, etc. Donc il y a tout un tas de problématiques à travailler là-dessus. On a un deuxième cas d'utilisation autour de ce qu'on appelle l'industrie 4.0, 5, 6.0, ça change toutes les 5 minutes. L'idée, c'est de représenter, donc ici on a ce qu'on appelle des fichures techniques, qui sont une représentation d'une usine avec plein de petits robots. Et donc l'idée, c'est d'utiliser un digital twin, jumeau numérique, pour optimiser le fonctionnement de cette usine quand on a des injonctions du type il faut réduire de 30% la consommation électrique parce que sinon on va avoir un problème, il y a un problème sur telle machine, faire de la maintenance prédictive, etc. Alors ça, c'est des collègues qui sont au Luxembourg, qui étaient chez nous en thèse, et qui ont monté une start-up au Luxembourg. Si ça vous intéresse, ils ont représenté la grille. Donc eux, ils ont le logiciel qui est utilisé sur ce qu'on appelle la smart grid du Luxembourg, donc c'est la grille d'électricité. Et donc ils sont capables de connaître, de prédire la consommation à l'avance, mais également de prédire quand on va décider de couper un câble pour faire de la maintenance, qu'est-ce qui va se passer, comment l'électricité va se répartir, est-ce que ça va tenir la charge, etc. etc. Donc eux, ils ont un produit qu'ils vendent et on est en train de négocier avec eux pour qu'ils nous laissent utiliser en open source le cœur de leur produit. Donc ça, c'est quelque chose qui pourra probablement être utilisé plus tard.
Bon, alors, tout ça pour vous dire qu'on se retrouve face à beaucoup de challenges scientifiques au niveau à la fois des modèles et de leur interaction, au niveau de la représentation de ces systèmes, au niveau de la prédiction, au niveau de l'analyse numérique également, parce qu'il faut les connecter différents modèles, les coupler entre eux, etc. Au niveau purement logiciel, etc. Et donc tout ça, ça nous a amené à créer et à proposer quelque chose qu'on appelle Engineering Digital Twin, donc exactement le titre de ma présentation, qu'on a présenté à l'agence de programme numérique, algorithmes, logiciels et usages. Et donc il y a un programme qui a été présenté. On ne sait pas ce que ça va devenir parce que vous connaissez tous la situation politique du moment. Et donc tous ces challenges-là nous ont amenés à essayer de structurer un petit peu la communauté française autour de tout ça. Peut-être que certains d'entre vous sont impliqués dedans. Et donc voilà. Donc c'est un projet dans lequel il y a... c'est un programme dans lequel il y a 5 projets. Ça, c'est un joli dessin qu'on a fait faire. 2 jumeaux numériques, Physical Twin, Digital Twin. On a 3 projets sur la gauche qui sont plutôt sur les fondements, comment on utilise les modèles, comment on architecture ces systèmes-là, comment on gère leur développement, leur cycle de vie, etc. Un projet plutôt sur la connectivité entre les 2 jumeaux, et un projet plutôt sur la partie interaction avec les humains. Et l'objectif, c'est de fournir une plateforme qui s'appellera Artemis et qui permettra de développer les jumeaux numériques facilement. Voilà. Après, j'avais plusieurs transparents pour vous dire qu'on demande beaucoup d'argent, qu'on va créer cette plateforme Artemis, qu'on a eu 40 cas d'utilisation qui nous ont été remontés, qu'on en a choisi 5 pour faire démonstrateur de bout en bout sur notre système. Voilà. Et je vais terminer ici parce qu'il faut que je sois dans les temps. Et donc voici les messages finaux sur les Digital Twins et je suis content de répondre à vos questions. Merci. Alors, le plus prompt, c'est David. Oui, merci beaucoup. C'est vraiment super. Au siècle dernier, quand j'ai commencé naïvement à appliquer les méthodes de modélisation industrielle à des systèmes biologiques, j'étais surpris parce que l'eau centrale nucléaire ne pousse pas une cuve s'il y a un stress environnemental, alors que le moindre système biologique qu'on regardait était capable de produire un organelle et le moindre écosystème peut être envahi par les espèces. Donc, dans ce que vous avez présenté, quelles sont les approches utilisées pour traiter des systèmes où les fonctionnalités ou les comportements peuvent arriver, peuvent être introduits et qui ne sont pas partie du modèle initial utilisé par les scientifiques? C'est une très bonne question qui m'embête un peu parce que je n'ai pas de réponse magique. Donc, on sait, on travaille à être capable de coupler des modèles, différents modèles, pour prendre en compte différents aspects d'un système. Et dans les thèses qu'on propose, il y en a une qui s'intéresse à comment on pourrait standardiser les interfaces de ces modèles-là pour pouvoir donc il y a déjà des standards, hein, mais donc aller un peu plus loin parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire, pour pouvoir mettre différents modèles ensemble. Et donc on pourrait envisager de le faire dynamiquement. Oui. Au cours de la vie du système. Parce que c'est le système réel qui fait l'acquisition. Il faudrait que le modèle physique ou autre que vous créez puisse acquérir des fonctions. Donc, je suppose, dans ce cas-là, tu proposes les tirer dans un catalogue de fonctionnalités connues et les ajouter dans un modèle hiérarchisé, par exemple. Par exemple. Et donc, oui, exactement. Et après, on s'intéresse pour la modélisation des systèmes anthropiques aussi, on s'intéresse à fournir des bibliothèques aux décideurs notamment, donc des choses qu'ils sont capables de comprendre, assez simples, et de jouer un peu au Lego, d'ajouter, et si je mets un barrage ici, qu'est-ce que ça fait, etc. Ça, c'est dans notre monde un peu... dans ce qu'on vend. Après, dans la réalité, c'est pas si simple que ça.
Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, juste à côté. Merci beaucoup pour la présentation. Moi, j'ai une question comment passer du jumeau numérique au Living Lab artificiel? Et là, l'interconnectivité, les systèmes distribués, etc. Et comment s'assurer de la cohérence? Merci. Ouais. Est-ce qu'on peut définir Living Lab? C'est compliqué. Oui. Voilà. Je ne sais pas comment on s'assure de la cohérence, mais dans les digital twins, on est obligé de s'assurer de la cohérence également entre la représentation qu'on en a à un moment donné, son état à un moment donné, et le vrai système. Donc on essaye de mettre en place des systèmes qui permettent de capter de l'information, mais également qui permettent de vérifier la cohérence. Et donc ça, c'est un peu compliqué. Vérifier la cohérence, parce qu'on peut remonter des données, mais si les capteurs... on sait que les capteurs, des fois, remontent des données un peu folles. Donc il y a tout un tas de systèmes qui existent pour assurer la cohérence à ce niveau-là. Il y a tout un tas d'algorithmes qui permettent de vérifier ça. Après, sur la... J'avoue que sur le Living Lab, je ne suis pas super au clair pour vous répondre, mais on pourra en discuter un peu plus tard. À la pause, voilà, le temps de réfléchir et vous en discuterez à la pause. J'ai vu Bertrand là-haut, c'est ça? Oui, merci. Je ne sais pas, c'est une question plus facile peut-être. Est-ce que... Je pensais au pas de temps de bouclage. Est-ce qu'il y a des... Est-ce qu'il y a des exemples, enfin en tout cas, est-ce qu'il y a des concepts autour de, oui, ça peut marcher très bien quand il y a un bouclage court, parce qu'effectivement, il va y avoir un feedback. Et puis, il y a un moment donné où c'est plus possible, parce que sur des temps longs, il y a trop d'interactions qu'on n'arrive pas à prendre en compte. Et puis, ça, je pense évidemment à dans quelle mesure tout ça est applicable à une ferme. Oui, je vois bien pour ne pas la nommer. Et voilà, est-ce que vous réfléchissez à ces aspects de pas de temps dans ce contexte? Donc oui, c'est vrai que c'est pas quelque chose dont j'ai parlé, mais effectivement c'est quelque chose qui est important, la fréquence en fait. Et c'est très variable en fonction des domaines, et ça dépend beaucoup aussi de la granularité à laquelle on modélise les choses. Si on est sur des systèmes automatiques, réactifs, avec une boucle de contrôle au millième de seconde, on ne va pas vraiment appeler ça un jumeau numérique, on va vraiment être sur de l'automatique avec des réactions très rapides. Donc, tout ce qui va être robotique, tout ce qui va être véhicule autonome, etc. On va être sur de la réaction très rapide. Par contre, quand on discute avec les collègues sur de l'aménagement du territoire pour les décideurs, on est sur des pas de temps encore beaucoup plus longs que la ferme. Construire un barrage, ça ne se décide pas comme ça prend des dizaines d'années pour rien que prendre la décision de faire ou pas faire, et puis après il faut un certain nombre d'années pour construire, et etc. Donc tout ce qui va être puits, c'est pareil, ça prend quand même du temps. Donc tout est possible, à condition de modéliser au bon niveau de granularité, j'ai envie de dire, et puis d'avoir une capacité à quand même corriger régulièrement notre vision du monde réel avec un captage de données qui nous permet de... Voilà, on part par là, on prédit par là, mais il faut en permanence recalibrer. Sinon on dévie trop et ça ne sert plus à rien. Alors, est-ce qu'il y a encore une question? Oui, c'est Véronique. Oui, merci beaucoup. Très intéressant. Véronique Bellon-Morel à INRAE. En fait, je suis intéressée par connaître les 5 cas d'usage. Ah oui, alors je les avais plus en tête, bien sûr. Ah bon, désolé. Je vous les redonne juste après. Il y en a dans le domaine agro, j'imagine. Un peu. C'est possible. Dans les 40, je suis sûr, et dans les 5, je me rappelle plus. Ouais, je crois. Ouais. Il y en a un. Alors, je peux en dire un. C'est
Enfin, INRAE est impliqué, pardon, c'est le cas de ce qu'on appelle le JNFT, le jumeau numérique de la France et de ses territoires, qui est un projet IGN, CEREMA, INERIA, qui est une espèce de géoportail où voilà, il y a une modélisation, un jumeau numérique des territoires avec un certain nombre de déclinaisons après en cas d'usage sur l'eau, sur la mobilité, et ainsi de suite. Comment ? Là, c'est l'aménagement. Enfin, je vais donner un exemple, parce que quand vous allez voir des élus, par exemple, alors, je vous ai quitté hier, s'il y avait une réunion au SGPI pour le financement de ce truc-là, et c'était mon PDG qui m'appelait pour parler de ça. Je vous donne un exemple qui remonte à tous les élus, qui remonte des communes. On fait un aménagement. Quel va être l'impact ? Je mets une ferme solaire, je mets un champ éolien. La question que posent les gens, c'est qu'est-ce que je vais voir depuis chez moi ? Voilà, depuis chez moi, qu'est-ce que je vais voir ? Quelles vont être les nuisances sonores ? Quelles vont être les nuisances visuelles ? Par exemple, il y a, voilà tout ce genre de choses-là. La décision politique, elle a des conséquences après, et mieux vaut pouvoir l'anticiper. Alors, on a une autre Exactement. J'ai juste une dernière question. Qu'est-ce qu'il y a de générique et qu'est-ce qui est particulier là-dedans ? On a évoqué plein de jumeaux différents. Est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui sont génériques ou est-ce que tout est un peu particulier ? Et le corollaire de la question, c'est est-ce qu'à la fin, on arrive à un système où tout le monde développe son propre truc. Tu vois, il y a un écosystème large parce qu'il y a beaucoup de spécificités. Ou à la fin, comme on le voit avec certains géants numériques, il y a quelques gros acteurs qui sont là et qui ont toutes les briques disponibles pour que chacun fasse ce qu'il veut avec. Tu vois ce que je veux dire ? Est-ce qu'il y a de la diversité à la fin ou est-ce qu'on va plus vers quelque chose de peu oligopolistique ? Alors, il y a quelques très gros acteurs, hein, notamment Dassault qui fait vraiment Dassault Systèmes, qui est un des plus gros acteurs dans le domaine des jumeaux numériques, mais qui l'a vraiment pris, de mon point de vue, par le bout très 3D. Et après, il rajoute tout le reste autour. Donc maintenant, il y a tout le reste. Mais l'angle d'attaque, c'était vraiment la visualisation 3D à l'origine, parce que c'est quand même un de leurs points très très forts. Qu'est-ce qui est générique ? Qu'est-ce qui est spécifique ? Nous, notre rêve, c'est qu'on ait une boîte à outils un peu générique et qu'on puisse piocher dedans pour construire le jumeau numérique qui nous convienne. Ouais. Exactement. Donc nous, c'est ça qu'on aimerait, et donc ce qu'on voudrait développer, c'est parce qu'on est des chercheurs en informatique, et alors on a une vision du monde un peu particulière, on veut que tout soit open source, et donc nous, on aimerait développer cette boîte à outils open source en collaboration, bien entendu, avec les industriels pour qu'ils puissent aussi faire monter leur business par rapport à tout ça. Et juste dans le prolongement de cette question, parce que j'avais la même, qu'est-ce qu'il y a comme champ d'enseignement, tu vois, à l'université, qui au fond pose cette question de même de l'interdisciplinarité entre les différents types de modèles. Est-ce qu'au fond c'est pris en charge actuellement par des formes d'enseignement, je sais pas, soit au niveau école doctorale, des masters. Tu vois, dans les stratégies France 2030, il y a compétences et métiers d'avenir. Ces jumeaux numériques qui font, tu vois, dont tout le monde parle. Est-ce qu'au fond, en termes de conception, de concept et de connaissances, il y a des choses qui se solidifient et qui s'enseignent ? Pour le moment, pas beaucoup à ma connaissance. On avait une thèse, hein, jumeaux numériques pour le système eau. On a un projet autour de Rennes, là, dans le cadre d'un truc qui s'appelle IRIS-E. Et donc on bosse avec des sociologues, des hydrogéologues et des informaticiens. Et la thèse, elle est restée ouverte pendant 8 mois. Et on a fini par trouver quelqu'un. Donc on a énormément de mal à recruter sur ce domaine-là, parce qu'il y a peu de formations en fait, qui s'intéressent à ça. Donc les formations, finalement, les plus proches, ce n'est pas des formations ni en informatique, ni dans le domaine d'application, c'est souvent des formations en ingénierie système qui sont finalement, qui ont les compétences les plus proches de ce que nous, on cherche. Et la première thésarde qui a fait le premier chose dont j'ai parlé, elle a fait l'école d'agro à Bordeaux, un master de bioinformatique à Rennes et puis un master de sciences du logiciel à Rennes. Et après, elle est venue en thèse chez nous. Donc, pour vous dire, donc là, on avait la perle rare, mais on ne va pas la trouver tout le temps. Donc, c'est assez compliqué. Ouais. Il y a l'université de Bretagne Sud, alors, qui a une équipe entière.
Oui, juste pour intervenir sur l'aspect formation, il y a l'Université de Bretagne Sud, donc qui est à Lorient, qui a une équipe entière d'enseignement sur le jumeau numérique. Alors ils sont plus dédiés à tout ce qui est jumeau numérique, on va dire des systèmes physiques, hein, voilà, historiques, mais de plus en plus, ils s'intéressent au système agronomique via des startups. Après, ils forment voilà, plutôt des ingénieurs et des masters. Je ne suis pas sûre qu'effectivement, dans ce domaine, les gens après veuillent faire des thèses. Donc ça peut expliquer la difficulté de trouver des doctorants. Mais en tout cas, il y a des formations qui existent, notamment en Bretagne, parce que c'est très connecté aussi avec l'Agnon, tout ce qui est télédétection, etc. Donc voilà. Ok. Eh ben, écoutez, merci, Johan. Ok.